Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au Printemps des études. Mon nom est Stéphanie Perrin, je suis commissaire générale de la manifestation. Je dirige la société qui organise le Printemps des études qui s'appelle Impresarial. Et au nom de toute mon équipe et du collectif Recréation qui est à l'initiative de cette manifestation, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence plénière qui ouvre le premier Printemps des études. Alors cette conférence plénière a pour thème le temps et le rythme soutenu qui nous impose à tous. Mais pour en parler ce matin, je vais passer le micro à un homme du verbe qui vient de signer son autobiographie et donc aura certainement quelques réflexions sur le temps à nous livrer. C'est Monsieur Pierre Lescure, mais au préalable et pour le plaisir de chacun, je souhaiterais que vous éteigniez vos portables et il me reste juste à vous souhaiter une très bonne conférence à tous. Merci. Stéphanie Perrin, merci. Je commence juste par vous présenter les quatre personnes qui sont autour de moi. Bernard Catla, vous allez l'entendre dans quelques instants, il est la figure de proue du CCA et qui étudie nos comportements depuis quelques dizaines d'années. On se connaît depuis également quelques dizaines d'années. C'est lui qui ouvrira, pour le dire à l'anglo-saxonne, un peu comme un keynote speaker. Il sera suivi ensuite d'Olivier Perruchot, qui est directeur général de Piaget France et Grande-Bretagne, et je trouve assez intéressant et pas seulement symbolique de démarrer avec cette éternité du temps que représentera, et du luxe que représentera Olivier Perruchot. Pascal Buisson est directeur du développement international de USM, qui est l'une des stars du mobilier de bureau et d'habitat, qui a une histoire tout à fait singulière, et le développement international emmène souvent, et dans ses responsabilités, Pascal Buisson en France, au Japon et aux États-Unis. Et puis Gilles Bethauser, qui est le PDG d'AOS Steudet, qui est l'une des plus grandes sociétés françaises et internationales, qui a un grand développement international en termes d'aménagement de bureaux, d'aménagement d'espace et aussi de déménagement, ce qui est un sacré challenge, mais qui a d'autant plus d'enjeux avec cette évolution du temps. Donc le temps s'est accéléré, le temps s'est brouillé, je ne vais pas disserter, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de dialoguer et de commenter à travers mes questions, vos questions, qui concluront cette heure et demie que nous allons passer, une heure et demie seulement, autour de la notion du temps. Bernard Catla, je vous propose de rejoindre le pupitre qui sied à un keynote speaker. Forcément, et c'est une manière d'illustrer le temps, je me souviens que notre première rencontre date de 83, lorsqu'on avait demandé au CCA et à Bernard Catla, qui avait déjà la barbe, déjà un catogan, d'évoquer ce que nous devions savoir, nous qui travaillions à l'époque à essayer de profiler ce que serait Canal+. Nous vous demandions comment on pouvait évoquer la manière de consommer la télévision, alors qu'il y avait en France 3 chaînes, ou même 2,5 on pourrait dire, et qu'on allait essayer d'en faire une 3e. On voit bien comment le temps a évolué, presque autant que les décodeurs, en 28 ans. Et cette évolution du temps sur la société, sur les entreprises et sur les consommateurs citoyens que nous vous demandons de plancher ce matin en ouverture. Bernard Catla. Merci Pierre. Vous savez, il existe une coutume intemporelle dans les congrès, les colloques et tous ces machins-là, c'est qu'on jette un sociologue à la mer en numéro 1 pour voir s'il y a des requins. Et s'il n'est pas mangé, ben les autres prennent la parole en plus avec plus d'enthousiasme. Alors juste pour compléter ça, il y a effectivement Mathusalem longtemps que je traîne mes bottes dans ces métiers. Il y a une quarantaine d'années que l'équipe du CCA fait ce qu'on essaye d'appeler du socio-marketing. Donc le versant socio, c'est un observatoire des tendances sociales, des mentalités, des évolutions et des styles de vie, et une typologie, une sorte de jeu des X familles de la société française, des chers consommateurs, chers auditeurs et chers citoyens. Et le volet marketing, ben, c'est le conseil marketing qu'on essaye de tirer de tout ça pour les entreprises privées, publiques, médias et compagnie, et les études de marketing, notamment qualitatives, des études de psychoprospective qu'on essaye de faire avec les consommateurs. Alors,
J'ai un peu envie de vous proposer deux clés d'entrée dans cette histoire du temps, ou plutôt du tempo de vie, des rythmes de vie ce matin. Une clé d'entrée un peu plus sociologique ou psychophilosophique, enfin bref, moins opérationnelle, et une un peu plus pragmatique en termes d'études de marketing et de pratique du marketing. Alors si je joue au sociologue pendant 5 minutes, c'est un peu sous l'angle de la civilisation. Alors sous l'angle de la civilisation, c'est le bazar. C'est-à-dire qu'il y a une série de tempos, une série de rythmes de vie qui sont juxtaposés dans notre société, s'empilent les uns sur les autres, sans beaucoup de cohérence. Alors, pour aller très vite, mais on l'a tous en tête, il y a un tempo historique, le temps de l'histoire, mais il a quasiment disparu. Et c'est devenu pratiquement uniquement un produit de consommation médiatique. C'est-à-dire que dans les temps très récents, on a fêté, si j'ose dire, la fin de la guerre d'Algérie, mais on a vu que c'était essentiellement des produits médiatiques. Il n'y a pas une pensée sociale qui s'en est dégagée de façon très forte et que chacun garderait à l'esprit. À côté de cette vision historique, il y a un tempo naturel, le tempo de la nature, on pourrait dire un tempo écologique. C'est celui des cycles de vie. Il est combattu, par exemple, par le jeunisme, qui fait qu'on veut arrêter le temps, ne pas vieillir, ne pas mourir, ne pas attraper de rides, rester féroce et compétitif, quel que soit son âge. Il y a toute la problématique du rythme des saisons, j'y reviendrai tout à l'heure à propos de l'alimentation, et il y a tout le problème de la régénération, c'est-à-dire des dépollutions, du recyclage des choses, etc., etc. Mais à ça s'oppose un tempo industriel. Le tempo industriel, c'est à la fois celui de la fabrication, qui n'a pas cessé de s'accélérer. Autrefois, on faisait une recherche et développement de voitures en 7 ou 8 ans, maintenant c'est en 4 ans. Il y a des produits qui sont de plus en plus éphémères, qui sont programmés pour être éphémères. Moi, j'ai mon iPad ici, il a 2 ans, mais il commence à battre de l'aile, il ne marche plus, il est ralenti, etc. Il est programmé pour être éphémère. Et en même temps, tous ces appareils sont fabriqués dans des produits de plus en plus immortels, de plus en plus indestructibles, de plus en plus durables. Et donc, on a l'éphémère des produits, pour des raisons bien entendu de renouvellement des ventes, qui se mélangent les pieds avec la durabilité de tout ce qui est les matières synthétiques, etc., etc. Il y a un tempo économique. Le tempo économique, il a considérablement changé. Il y a le cycle industriel des amortissements, des investissements, etc. Mais il y a le cycle financier qui s'est superposé à ce cycle économique objectif. Or, les cycles financiers sont de plus en plus accélérés. Il y a une période où on faisait des plans à 10 ans, puis à 5 ans, puis à 1 an. Il y a des périodes où on faisait des bilans périodiques. Après, les bilans sont devenus annuels. Après, les profit warnings sont devenus semestriels, puis trimestriels. Et aujourd'hui, les cours de bourse, bien entendu, varient selon une finance qui est en temps réel, et le buzz, notamment financier, en temps réel. À côté de ça, il y a un tempo socio-culturel, c'est celui des modes. Les modes se sont accélérés. Il y a une époque où on pouvait dire les 70s, les 90s, les années 80, il y avait telle tendance. Aujourd'hui, c'est presque en temps réel. Vous avez tous en tête cette espèce de fantasme qu'on appelle aujourd'hui la génération Y. La génération Y, c'est la mode de l'année, mais elle sera totalement périmée l'année prochaine. Il va falloir inventer Z, il va falloir recommencer l'alphabet, ou Dieu sait quoi. Et dans les cycles de vie que nous étudions au CCA, dans les styles de vie, on s'aperçoit qu'il y a une mutation permanente, mais que ce qu'on nous demande et ce que nous demandent nos clients, c'est une nouveauté tous les ans. Alors, comme on est gentil, on essaye de leur fournir, mais on sait bien en même temps que pour faire évoluer une société, c'est des mouvements lourds, c'est des mouvements lents qui s'étalent sur 5 ou 6 ans, voire 10 ans, etc., etc. Il y a le tempo des médias que connaît bien Pierre Lescure. Autrefois, ce qui était le leader, c'était le magazine. Le magazine, c'était « je prends du recul, une semaine ou un mois pour réfléchir à l'actualité et dire des choses intelligentes ». Et puis maintenant, on est dans le flux de l'information continue. Vous avez vu la manière dont les candidats politiques utilisent les télés d'information continue pour nous abreuver en permanence d'images, etc., etc. Et s'ajoute à ça le buzz sur le web, qui lui est une rumeur absolument en continu. Une info chasse une info. On occupe l'espace. Il faut faire court, il faut faire intense, il faut faire choc. Et on voit bien certains candidats dans la campagne électorale en usent et en abusent avec 3 idées par semaine, etc., etc. Bon, tout ça est surmultiplié, bien sûr, on le sait tous, par le tempo spécifique du numérique. Le numérique nous a amené le temps réel. Le temps réel, c'est une formidable facilité, parce qu'on peut avoir une information, on peut faire un geste, on peut avoir un achat, enfin, on peut faire des tonnes de choses instantanément. Et en même temps, c'est un piège redoutable, parce que le temps réel fait qu'on ne pense quasiment plus, on ne réfléchit quasiment plus, on ne prend qu'à peine le temps de peser le pour et le contre, et que la seconde suivante de temps réel va complètement effacer la seconde précédente. C'est donc une toute nouvelle psychologie, c'est une toute nouvelle culture, c'est une toute nouvelle mentalité. Et là, il y a des vrais gaps de génération.
Le gap de génération, il n'est pas tellement de savoir si les vieux utilisent plus ou moins le smartphone que les jeunes. Il est de comprendre que leur psychologie va avoir du mal à se mouler dans le temps réel, les gens de ma génération et même un peu plus jeunes, par rapport à ceux qui sont tombés tout petits dedans et qui, eux, vivent des secondes successives de leur vie accélérée. Alors la conséquence de tout ça, c'est une civilisation plutôt déboussolée, un peu comme un orchestre où il n'y aurait pas de chef d'orchestre et où chacun des instrumentistes jouerait selon son tempo. Alors certains joueraient allegro, d'autres joueraient, etc., etc. Donc on est devant une culture qui n'a plus de rythme commun, partagé, qui servirait de point de repère. Il y a une conséquence en matière politique qui est le pilotage à vue. Alors ça s'inscrit dans les institutions, on est passé chez nous du septennat au quinquennat, mais on s'aperçoit bien que d'une année sur l'autre, tout change radicalement. Pensez simplement à l'année 2007, M. Sarkozy est élu avec 53% des voix, quelques mois après il a 70% de gens qui disent « bah ouais, pourquoi pas ». Regardons avec une curiosité intéressée ce qu'il va faire. Et un an après, tout ça s'est effondré à 30% à peu près. Donc il y a une rapidité et une obsolescence en fait de la confiance qu'on accorde aux leaders, de la crédibilité qu'on peut accorder à un programme, qui est tout à fait équivalente à l'obsolescence des produits. Ça génère une politique qui est faite d'une noria d'initiatives à jet continu, 2, 3, 4 par semaine. À la limite, leur suivi a moins d'importance que leur annonce, puisqu'elles sont chassées par les suivantes. On passe d'un fait divers à une loi en quelques semaines, parce qu'il y a une espèce de loi du genre, il faut réagir, il faut réagir, il faut réagir dans l'instant. En termes de management des entreprises et de DRH, il y a un petit peu la même chose, je crois qu'on en parlera à propos des aménagements d'espace. Mais il y a un vrai problème qui est la précarité. Alors la précarité, elle peut être subie chez les gens qu'on vire, elle peut être voulue par notamment les jeunes loups aux dents longues qui veulent changer sans arrêt d'entreprise pour leur plan de carrière. Mais il y a aussi une précarité des résultats financiers avec le rythme de la finance aujourd'hui, et il y a une précarité des jobs. Et au fond, tout ça engendre un tempo de travail. Il faut bien se rappeler, il n'y a pas si longtemps qu'on entrait dans une boîte quasiment pour la vie. Aujourd'hui, c'est complètement exclu, bien entendu. Et donc, cette espèce de précarité, je ne le dis pas au sens négatif du terme, cette espèce d'éphémère et de tempo extrêmement court, de staccato professionnel, eh bien, il engendre une déloyauté. Comment reconquérir de la loyauté à l'intérieur des entreprises quand on fait travailler des gens qui vont rester 6 mois, 2 ans, 3 ans au maximum avec vous? Et puis, pour ce qui est un peu notre fil rouge aujourd'hui, qui est le marketing dans cette très honorable maison, eh bien, tout ça engendre un marketing de l'éphémère. Un marketing de l'éphémère, c'est des produits-services éphémères, c'est des marques nouvelles. Rappelons-nous, dans le secteur tertiaire, dans le secteur bancaire, par exemple, on a créé des marques complètement nouvelles, j'imagine pour d'excellentes raisons de prononciation internationale, mais elles ont zéro racine, elles ont zéro passé, elles ont zéro histoire, elles n'ont pas de grands-parents, elles n'ont pas de génétique, etc., etc. Ça accélère encore cette idée d'un tempo, c'est qu'on vit dans des instants sans avoir de rapport à un passé, sans avoir d'ancêtre finalement. Et les promos qui se renouvellent sans arrêt, qui font que les consommateurs attendent l'instant de la promo pour devenir consommateurs et non pas s'attacher à une marque, tout ça fabrique de l'infidélité. Je crois que c'est une des grandes préoccupations qu'on doit avoir dans le domaine du marketing. Nous sommes aujourd'hui des fabricants d'infidèles, des fabricants de consommateurs éphémères, de consommateurs ponctuels, de consommateurs qui vous-ounent un peu partout, qui butinent, qui papillonnent, etc., etc. Et moi, si je le regarde, ce qui est mon job au quotidien, sous l'angle des styles de vie et des styles de consommation, eh bien, on a affaire à des citoyens consommateurs qui n'ont pas de tempo commun. Et on a un staccato, au fond, une cascade permanente de discours politiques ou de discours publicitaires. Et la réaction que nous observons chez les citoyens consommateurs, chers auditeurs, c'est en fait chacun va gérer ses rythmes de vie à sa manière. Et donc on n'a plus un modèle social auquel on pourrait se rattacher en disant dans tel domaine le rythme normal, le rythme général, c'est plutôt celui-là. On va avoir affaire à tout un tas d'individus qui, en l'absence de modèle social partagé, vont chacun se débrouiller à leur manière. Et donc, à chaque facette de vie, son rythme de vie. Moi, j'ai un rythme de vie professionnel, j'ai un rythme de vie familial, j'ai un rythme de vie de vacances, j'ai un rythme de vie de sport, j'ai un rythme, etc., etc. Et ces rythmes de vie sont juxtaposés, les uns à côté des autres. Si vous ne savez pas dans lequel des rythmes de vie je suis, vous pouvez vous brosser pour me persuader, me motiver, m'intéresser, me passionner, etc., etc. Et chacun de nous a probablement, certainement même, son équation personnelle de rythme de vie.
avec des arbitrages, avec des priorités. Et au fond, c'est ça que nous essayons de mieux comprendre à travers la typologie des socio-styles de vie, c'est de comprendre quelles sont les grandes familles d'équilibre, quelles sont les grandes équations pour gérer son tempo de vie, et à l'intérieur d'un style de vie, quels sont les secteurs d'activité. Au fond, la segmentation m'apparaît aujourd'hui complètement indispensable, et on rejoint là la problématique des études, du printemps des études. C'est deux questions à se poser. Quel est le tempo de consommation du produit X, alors je ne sais pas, une voiture, un yaourt, un iPad, dans la cible numéro 3 ? Et ça ne sera pas la même chez vous, ça ne sera pas la même chez vous, ça ne sera pas la même chez vous. Et si je veux vous vendre ce produit, il faut que je comprenne selon quel tempo de vie vous le pratiquez. Ça me dira tous les combien je peux vous en vendre, ça me dira quel est le rythme de updating, par exemple, d'un produit, etc., etc. Et la deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est si je veux communiquer avec vous et vous persuader d'acheter ce produit, quel est le tempo du média X pour la clientèle Y. Nous n'avons pas le même tempo d'information, nous n'avons pas le même tempo de consommation de la publicité, de l'information et des médias. Ce n'est guère qu'à travers la segmentation, je crois qu'on peut y répondre. Alors si j'oublie un peu la sociologie générale pour essayer de faire un peu plus du marketing, 3 réflexions. La première, c'est que cette cacophonie des médias, elle pose un enjeu à l'innovation. Or, l'innovation, c'est l'une des clés ou l'une des problématiques fondamentales de l'activité industrielle aujourd'hui. Faut-il innover? À quel rythme? Tous les combien? En investissant quoi? Avec quel retour sur l'investissement? Etc. etc. L'innovation, elle est poussée par l'accélération du temps, et en même temps, on sait qu'elle perturbe les consommateurs. Elle les attire, elle les intéresse, en tout cas certains d'entre eux, mais en même temps, elle crée une sorte de brouillard de produits qui fait qu'on perd ses repères, surtout quand les marques changent ou sont transformées. Alors, je vais prendre un exemple que je connais bien pour y avoir travaillé pendant longtemps. C'est l'exemple du secteur automobile. Première problématique, il y a 2 tempos qui s'opposent. Il y a le tempo des ingénieurs, qui est un tempo culturel. J'espère faire peine à personne, l'automobile est un des secteurs les plus conservateurs qui existent, à cause précisément de la prééminence du secteur ingénieur, dedans qui ne voit jamais les consommateurs, et qui sont persuadés que c'est les moteurs, les arbres à cames en tête et toutes ces choses qui sont fondamentales dans la bagnole. Ce qui explique pourquoi il y a eu extrêmement peu d'innovation dans l'automobile depuis la DS, au fond, depuis la DS 23. Donc il y a un blocage historique, culturel, psychologique, à l'égard des énergies nouvelles depuis très longtemps. Il y a un blocage sur l'électricité, il y a un blocage sur la pile à combustible, hydrogène, etc. Face à ça, nous étudions au CCA le tempo de style de vie des clients. Alors, c'est lent, c'est progressif, c'est minoritaire, mais c'est prévisible. On le voit venir depuis 15 ans, pratiquement. Par exemple, l'ouverture et l'intérêt des clientèles pour la voiture électrique. Résultat, il y a un blocage. On est en retard en France sur les moteurs bi-énergie. On est en retard en France sur l'électricité. Aucun des grands constructeurs français ne s'est mis sur l'autolib et on a laissé un pur financier le faire, etc., etc. On a là typiquement 2 tempos qui se sont opposés. Le tempo des ingénieurs qui disaient mais non, l'essence c'est éternel, et qui bien sûr est une absurdité. Et en face, un tempo de clientèle qui n'est pas révolutionnaire, même pas réformiste, qui va tout doucement, mais à qui on aurait dû proposer au moins à l'état de prototype, bien sûr pas rentable, bien sûr comme un investissement perdu à l'avance, mais on aurait dû leur proposer des voitures électriques il y a bien longtemps. Deuxième opposition, toujours dans le secteur automobile, toujours sur l'innovation, il y a le tempo des marketeurs de l'automobile. Les marketeurs de l'automobile, ils ont toujours considéré que la voiture était un objet précieux, comme les montres de luxe. Qu'on en achetait une et que c'était pour la vie ou pour 10 ans ou pour 15 ans, que l'important c'était la valeur à la revente, que bref, c'était un capital. Et ce capital, bien sûr, on l'achète, c'est une propriété, c'est un bien mobilier extrêmement prestigieux. Or, face à ça, toujours dans nos études, il y a l'évolution du tempo des clientèles. Or, les clientèles, alors surtout les jeunes, surtout les diplômés, surtout dans les grandes villes, bref, une espèce d'élite minoritaire, mais qui a du fric et qui est prête à payer, elle est en train d'évoluer vers l'usage plutôt que la propriété. Alors, c'est le tout début, mais on sent ça depuis plus de 10 ans déjà. Et depuis plus de 10 ans, on disait à des constructeurs, il ne faut pas que simplement vous soyez des marchands de voitures, il faut que vous soyez aussi des loueurs, il faut que vous fassiez du carpooling. Il faut que vous proposiez à vos clients un jour une Espace, le lendemain une camionnette, demain une Smart, etc., etc. Il faut que vous favorisiez l'autopartage, il faut que vous favorisiez le covoiturage, etc. Bien entendu, sauter au plafond en disant « Mon Dieu, mais mon métier, c'est de vendre des voitures, etc. » On a là
typiquement deux tempos qui s'opposent. Le tempo de gens qui disent « je vous vends un objet durable », un capital, que vous revendrez peut-être un jour, et les autres qui disent « non, samedi, j'ai besoin d'une bétaillère pour emmener 12 gosses au match là-bas. Dimanche, j'ai besoin d'une petite voiture nerveuse parce que je vais à Deauville manger des huîtres avec ma copine. Lundi, etc., etc. » Et donc, on a là des tempos de vie, des conceptions de la consommation qui sont complètement opposées. La conséquence, c'est qu'on est formidablement en retard sur un marché qui pourrait être tout à fait intéressant et relativement rentable sur une niche de clientèle, qui est le marché, au fond, de l'usage de véhicules automobiles non possédés. Troisième contradiction, toujours en ce marché voiture, il y a d'un côté le tempo industriel, c'est d'énormes investissements. Donc il faut les amortir, il faut amortir la recherche et développement, il faut amortir les chaînes de montage qui sont des gros bazars, etc., etc. Mais il y a le tempo du marché. Le marché, c'est la concurrence, c'est les salons automobiles, c'est les médias automobiles, qui eux vous obligent à avoir une innovation tous les ans, ce qui est impossible, bien entendu, réellement. Donc la conséquence, c'est quel est l'état du marché automobile aujourd'hui? Eh bien, on nous sort tous les ans des innovations virtuelles dans les salons. C'est les concept cars qui ne verront jamais le jour, qui sont excitants, qui sont de la bande dessinée, mais qui sont complètement irréalistes. Et on nous vend des fausses innovations tous les ans en mettant un coup de peinture ou en changeant l'aile droite d'une bagnole qui, par ailleurs, est complètement conservatrice. On est sur un marché de fausses innovations. Et puis le dernier exemple que je voulais signaler de ces conflits de rythme et de ces conflits de tempo, eh bien, on a au fond un tempo industriel automobile qui est extrêmement lent, et qui, pour être amorti et rentabilisé, doit prendre son temps. Mais on a, à côté de ça, une nouvelle dimension de l'automobile, qui est en gros, on va dire, l'automobile numérique, l'automobile intelligente, l'automobile GPS, l'automobile connectée, enfin tout ce bazar-là. Or, aujourd'hui, il y a une contradiction. Parce que si j'intègre tout le numérique à une voiture, le numérique est périmé en 6 mois, 1 an et demi maximum. La voiture, elle ne sera périmée que dans 5, 10 ou 12 ans. Donc, c'est impossible. Donc, il va falloir avoir une toute autre conception du produit automobile, double. D'un côté, il y a la bagnole, le machin qui roule, quoi, en gros le tas de ferraille, et de l'autre côté, il va falloir greffer dessus du numérique et des services numériques qui, eux, seront peut-être updatés tous les ans, qui seront réactualisés tous les ans, qui seront changés, déclippés et reclippés, probablement sous forme d'abonnement annuel, etc., etc. C'est un tout autre marketing, c'est un tout autre business model, et son fondement, il repose sur la contradiction entre ces deux tempos de vie, le tempo de vie du tas de ferraille et le tempo de vie des services numériques que l'on doit y ajouter. Deuxième réflexion que je voulais faire, c'est un enjeu de segmentation. Là, je vais aller vite parce qu'on le comprend tous. Il y a, dans le domaine du food, dans le domaine de l'alimentation, il y a aujourd'hui une espèce d'opposition qui est en train de se redessiner. Si on se retourne derrière nous, on oublie nos grands-parents et ma verte jeunesse, mais en gros, depuis les années 70, on s'est habitué à de l'alimentation industrielle et à de l'alimentation qu'on va appeler marketing, dont la motivation principale, c'était de dire « qu'est-ce qui vous fait plaisir et je vous l'apporte dès que vous le voulez ». Alors, soit à travers des innovations, et plutôt des produits fun, des produits industriels, des produits originaux, des produits artificiels, soit en vous important des produits venus d'ailleurs, hors saison. Et au fond, le hors saison est devenu une espèce de norme au cours des années 80 et 90. Il était, et il est aujourd'hui encore pour une majorité de gens, tout à fait naturel d'avoir des produits qui viennent du bout du monde et qui sont hors saison. Pendant un certain temps, à ce tempo de l'immédiateté de consommation, j'ai tout à ma disposition, tout le temps, dès que je le veux, instantanément et sans attendre. À ça, s'était opposé pendant un certain temps une bande de chevelus écolos qui disaient c'est pas bien et tout ça. Bon, ça pesait rien en termes de marketing, c'était complètement anecdotique. Aujourd'hui, si on en croit nos études au CCA, il faut prendre très au sérieux un autre tempo, donc une autre clientèle, une autre niche qui pour l'instant est minoritaire mais qui encore une fois est plutôt friquée, plutôt cultivée, plutôt leader d'opinion, plutôt dynamique, plutôt urbaine, bref, c'est un bon marché dont la motivation est de, on pourrait presque dire, le slow food, c'est-à-dire de retrouver un rythme de consommation qui soit plus en phase, alors soit avec une idéologie écolo, soit avec une morale,
soit avec la saisonnalité, on va vivre plus naturel parce qu'on est au rythme des saisons, soit avec la santé. Les motivations sont diverses. Mais on a un marché qui est en train de se réouvrir, un vrai gros marché, qui est un marché de produits de tradition, de produits intemporels, d'innovations qui durent longtemps, et non pas qui sont des innovations éphémères, de produits de terroir, de produits de proximité, hein, contre l'impact carbone, ça, de produits saisonniers, et bien entendu, tout ça est marié au bio et à tout ça. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, sur ce marché du food, à cause de ces deux tempos de vie, on a bien deux marchés. Un marché, on va dire, de l'instantanéité de consommation hédoniste, et un marché qui va plus s'intéresser au rythme saisonnier, disons, et à la proximité. Alors, le dernier mot là-dessus, c'est de se dire, au fond, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le marketing d'innovation accélérée nous fait courir à la fois des bénéfices et des risques. Le bénéfice, c'est l'excitation permanente dans laquelle on essaye d'installer les consommateurs devant des innovations et des idées nouvelles. Même chose dans la campagne politique en ce moment, hein. On essaye de créer de l'excitation devant des nouveautés, des propositions nouvelles, etc. Mais la pénalité de tout ça, c'est qu'on génère, je reprends ce que j'ai dit tout à fait au début, on fabrique de l'infidélité. On fabrique des clients infidèles qui sont habitués, si on ne les amuse pas toutes les 3 minutes, à se barrer en courant, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et pour lutter contre cette infidélité, à mon sens, ce n'est pas les produits qui vont résoudre la chose, sauf dans des cas assez rares. Ce n'est pas non plus la distribution, parce que la distribution, elle se dématérialise de plus en plus. C'est la relation client. En fait, je pense que pour réintroduire du temps, de la durée, donc de la fidélité commerciale, il faut soigner beaucoup plus qu'avant la relation client. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer en détail, mais nous avons défini 7 types, au fond 7 clientèles dont les envies et les besoins de relation client et de fidélisation dans le temps sont relativement différentes et structurées. Alors, voilà cette vision, voilà les enjeux en termes de marketing. Maintenant, mes camarades marketeurs et professionnels vous en diront plus concrètement. Merci de votre patience. Merci Bernard Catlin. C'est vrai que ce palais Brognard qui accueille le premier printemps des études, c'est une bonne idée, Stéphanie Perrin, parce que c'est vraiment l'opposition, le grand écart entre l'histoire traditionnelle de la bourse, là où les gens s'écharpaient physiquement parce qu'en quelques jours, en quelques heures, on pouvait faire fortune ou tout perdre. Et puis aujourd'hui, ça se fait en dehors du matériel et le dématérialisé va galopant. Mais c'est bien parce qu'aussi on est entouré dans cette place de l'AFP d'un côté et du groupe Nouvel Observateur de l'autre, qui ont à lutter eux aussi, à lutter avec l'accélération du temps et du temps de l'information et de son traitement et de sa distribution. Olivier Perruchot, forcément on va commencer avec vous parce que vous êtes une symbolique à plus d'un titre. Dans ces 70s dont parlait Bernard Catlin, je me souviens, puisque j'en ai l'âge, de ces montres énormes façon tableau de bord de Concorde que nous proposaient des marques comme Casio et autres, où ça devenait vraiment un manomètre très compliqué. On se disait, ah oui, c'est la nouvelle manière de consommer l'heure, le temps. On est exactement à l'opposé aujourd'hui, avec la santé, non pas insolente, mais florissante, exubérante, des grandes marques de haute horlogerie et de haute joaillerie que vous représentez avec Piaget. Donc vous êtes finalement un luxe rassurant, vous pensez ? C'est vrai que quand j'entends ce qui s'est dit, je le savais, maintenant ça s'est confirmé, que nous vivons dans notre secteur d'activité complètement en dehors du temps actuel. Dans le sens où finalement, plus ou moins, rien n'a totalement changé, à la fois dans nos métiers, hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez la chance de visiter nos manufactures, vous vous rendrez compte que depuis 150, 200 ans, rien n'a changé. Les hommes, les outils qui sont utilisés, cette maîtrise, cette capacité d'apprivoiser le temps pour effectivement faire l'excellence dans le domaine de la haute horlogerie n'a pas changé. En revanche, c'est le regard de nos clients qui a changé par rapport au temps. Mais nous, en tant que marque, effectivement, les choses n'ont pas évolué sur ce plan-là. Il n'empêche que les marques ont dû forcément s'acquérir des nouvelles tendances, puisqu'il y a forcément dans nos secteurs d'activité une notion de créativité extrêmement importante.
Là où nous sommes aussi dans un domaine totalement anachronique, c'est celui dont vous vous rappelez, le rapport à la fidélisation de nos clients. Nous avons la chance d'être, pareil, dans une hyper-fidélisation de notre clientèle. Une très grande connaissance, finalement, intuitive personnelle de nos clients. C'est le propre aussi des marques de luxe, et plus pour celles qui ont la chance d'avoir des boutiques internes. Donc nous, on n'a pas besoin de prendre des sociétés d'études de panels pour étudier nos clients. Nous les voyons vivre et les voyons, comment dirais-je, apprécier nos produits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là on aurait pu penser notamment dans les années, j'allais dire 70 pour reprendre un terme suisse, où effectivement il y a eu l'apogée du quartz, où les Japonais sont arrivés en force, ce qui aurait pu ruiner notamment l'industrie horlogère suisse et la haute horlogerie. Et puis là où finalement, depuis que l'homme est homme, il a toujours cherché à maîtriser le temps, c'est-à-dire en tout cas connaître le temps, depuis je dirais les temps anciens de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cherché à mesurer le temps. Ça, c'est arrivé jusqu'aux années 70 où la technologie a été l'apogée de se dire on va vous donner un temps très 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 précis. C'était vraiment, je dirais, la recherche de la clientèle, c'était d'avoir le temps le plus précis possible. Et puis finalement, cette vague est passée et on est revenu à la pure tradition horlogère, qui n'était pas forcément celle d'avoir le temps le plus précis, puisqu'aujourd'hui on peut l'avoir grâce aux horloges atomiques, mais on ne peut pas avoir une horloge atomique sur soi, de revenir effectivement aux fondamentaux de ce qu'est la symbolique du temps porté sur soi. Et aujourd'hui, effectivement, l'industrie de la haute horlogerie étant, c'est plus que florissant. On est quasiment dans la naissance tellement les taux de croissance sont, voilà. Quand on va, par exemple, dans une librairie qui est pas loin, comme W.H. Smith, qui offre toute la presse internationale, on voit qu'il n'y a pas qu'en France, où il y a sans arrêt des suppléments de magazines consacrés aux montres, et singulièrement aux montres de luxe. C'est dans le monde entier, tout continent confondu, ou presque, qu'on trouve ce genre de magazines, de suppléments publicitaires et commerciaux qui montrent la santé d'une industrie. Alors, il y a effectivement, ça a été un petit peu un jeu à la fois d'ego des marques qui étaient très heureuses de se voir dans les médias. Et puis, c'était aussi finalement la voie de conséquence a été l'apprentissage par beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ou peu le monde de la haute horlogerie, finalement entre guillemets, de les éduquer à ce secteur d'activité et qui aujourd'hui fait que nous avons énormément de presse au niveau international dans tous les continents, une presse florissante qui traite de l'horlogerie. Et puis il y a aussi une notion importante, quand on parlait de tempo tout à l'heure, sur effectivement le numérique, où aujourd'hui, là en revanche, on est confronté à quelque chose auquel nous n'étions pas habitués dans notre secteur d'activité, c'est d'avoir à réagir éventuellement sur le phénomène des blogs. Blog, newsletter, voilà. Et là, pour lequel, effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas des personnes qui suivent ça de très près, on risque d'avoir des messages extrêmement perturbants sur l'image de marque. Et là, ça nous oblige aujourd'hui à un rythme beaucoup plus important que nous étions habitués à avoir auparavant. Vous pensez que en dehors de l'investissement que peut représenter pour un consommateur, de fortune moyenne ou très haute évidemment, il y a l'investissement sur un produit éternel, un produit de haute technologie, de haute valeur ajoutée par les matériaux utilisés et par la permanence, mais qu'il y a aussi dans ce retour à la simplicité, une montre par exemple doit vous donner l'heure et ça doit être beau parce que c'est la beauté du temps qui demeure, quoi qu'il en soit de tous les environnements qu'on évoque ce matin. Alors, il y a effectivement une intemporalité de la montre. Ce qui est important à retenir finalement, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ce n'est pas la fonctionnalité de la montre. Le temps, vous l'avez partout, chacun a un téléphone portable ou plusieurs. Le temps est affiché sur votre ordinateur, il est affiché dans votre voiture, à la télévision, sur les écrans. Partout, le temps est là. Donc, ce n'est pas cette fonctionnalité d'avoir la mesure du temps qui est importante, mais plus l'objet, la symbolique, et de se dire j'ai effectivement sur moi quelque chose qui symbolise ce temps qui passe. Cette notion d'intemporalité dans la haute horlogerie est importante dans le sens où effectivement, de par nos modes de fabrication, alors surtout pour des marques comme Piaget qui est totalement intégrée au niveau de ses manufactures, nous serons capables aujourd'hui de pouvoir assurer la maintenance de ces produits de façon, je dirais, ad vitam aeternam.
Donc cette notion de recherche d'intemporalité de la clientèle, effectivement, est véritable. Vous avez une montre, Pascal et Gilles et Bernard? Oui. Comment mariez-vous? Ce sera ma dernière question, puis on va continuer à tourner, bien sûr. Olivier Perruchot, comment vous mariez dans une maison comme Piaget à la fois cette éternité, la haute valeur à la fois financière et symbolique, ce temps arrêté au moment où on achète une montre de grand prix, et puis les délais très courts, il faut que je sois livré quand même dans les délais d'aujourd'hui. Je ne vais plus attendre. Alors, il y a effectivement une frange de nos clients sur un plan international qui recherche une plus grande rapidité d'obtention de nos produits. Ce qui est la force de nos marques, et c'est là où on doit nous garder pied, c'est que il est hors de question de jouer sur notre façon de fabriquer nos montres, c'est-à-dire qui correspond vraiment à notre ADN. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres comme ça très rapides, il nous faut environ entre 6 à 10 ans pour former les différents métiers, il y en a plus de 50 au sein de nos manufactures, pour les rendre autonomes. Il est bien sûr hors de question d'accélérer ce temps, il est incompressible, y compris pour le développement, vous parliez dans l'automobile, le développement de nos mouvements qui peuvent prendre entre 3 à 6 ans aujourd'hui pour lancer un développement de mouvements. Et ce temps-là, lui, il est incompressible. Donc notre travail est plutôt d'expliquer, aujourd'hui ça fait partie du désir de ces clients, finalement, cette attente est un petit peu comme une notion un peu masochiste des clients, c'est ils veulent de plus en plus vite les nouveautés, mais ils savent que c'est finalement ce temps qui les rassure parce qu'ils savent que le produit est continuellement fabriqué de façon si c'est un produit vraiment top, il faut du temps pour vous donner l'heure, c'est bien. C'est une bonne symbolique. Pascal Buisson, vous êtes dans une situation extrêmement intéressante et originale, et je comprends le choix de Stéphanie Perrin de vous avoir invité dans ce panel. Vous êtes le directeur du développement international de USM, et singulièrement pour la France, pour le Japon et les États-Unis. Vous êtes spécialisé dans le mobilier de bureau. Vous venez de connaître des rythmes de croissance de votre chiffre d'affaires, de votre développement considérable. Je crois que vous êtes resté sur des chiffres de 40% de développement. Ça fait rêver. C'est du pays émergent, ça, où je ne m'y connais pas. Et pourtant, votre production, votre ligne de produits, a près, je crois, de 50 ans. Oui, tout à fait. Peut-être que je vais commencer par rappeler un peu ce qu'est USM. Donc USM est un produit suisse, donc est un mobilier qui au départ était un mobilier de bureau, qui maintenant est également un mobilier d'habitat. C'est une société familiale et c'est un mobilier qui est basé sur la modularité et la flexibilité. Donc ça veut dire que c'est un mobilier qui est, on va dire, fait sur mesure en fonction des besoins et des envies de chacun. Et c'est vrai que la particularité de notre entreprise, c'est que ce produit, on va dire ce monoproduit, avec une boule, c'est une boule qui est à la base de ça et après on construit, c'est un peu comme un mécano. Ce produit a été inventé il y a quasiment 50 ans et il est le même depuis 50 ans. Et alors bien évidemment, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, bien évidemment, on est très à l'écoute des nouvelles technologies, j'allais dire, au niveau de la fabrication de nouveaux matériaux qui arrivent et on essaye de prendre en route tout ça. Mais le produit lui-même, sa fonctionnalité est la même. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est très très important. Donc en effet, comme vous l'avez dit, on connaît un développement international assez important. Je crois que le mot-clé, c'est qu'on est un mobilier de qualité, que l'on représente quelque chose de précis pour le consommateur, quelque chose qu'il comprend et quelque chose qui est fait sur mesure. Et pour reprendre quelque chose qu'a dit Bernard Catla tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans un monde qui fabrique de l'infidélité, on est dans un monde où le consommateur a un choix absolument phénoménal devant lui. Et on est face à des consommateurs qui ont besoin d'être assurés. Et j'ai l'impression que, enfin c'est l'analyse que je fais, en plus de la qualité de notre produit, c'est que
en venant chez USM, le consommateur comprend ce qu'il va acheter, c'est qu'il a accès directement au fabricant, il sait qu'il y a un symbole de qualité derrière tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va de plus en plus vite, c'est quelque chose qui fait la différence. Il y a quelque chose qui m'a ravi, parce que en fait, j'ai découvert USM il y a juste une dizaine d'années pour mon habitat personnel, alors que je recherchais une nouvelle manière de ranger mes CD. Et dans le 7e arrondissement, à Paris, ma femme m'a indiqué un de vos magasins. Et c'est vrai que tout de suite, on a interrogé la maison mère, le fabricant, pour voir si on pouvait moduler votre produit intangible à mes besoins. Ce qui a été fait. Après, il y a eu des choix de coloris qui ont vraiment évolué. Mais ça veut donc dire que, comme le disait le designer Raymond Loewy dans les années 40, vous êtes parti, vous, société suisse, de cette idée simple que la laideur se vend mal et que le pratique doit être beau. Alors écoutez, j'ai envie de dire oui. Après, c'est le problème de toute entreprise. Quand on développe un nouveau produit, on ne sait pas forcément que ça va être le succès que finalement il s'avère que c'est. En revanche, ce qui est intéressant, et là aussi pour revenir dans le rapport au temps, c'est vrai que le consommateur n'a pas le même rapport au temps en fonction j'allais dire, de l'avancée de son processus d'achat où il est. C'est-à-dire qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, dans certains domaines, il faut réagir très très rapidement. Le consommateur veut de la documentation, il le demande par Internet maintenant, il faut réagir, j'allais dire 24 heures, c'est presque trop long. Ça, c'est le premier point. En revanche, quand il s'agit du choix de son mobilier, de quelque chose qui va l'accompagner pendant des années, là, le temps n'a plus d'importance. Et là, le consommateur prend le temps, et nous, c'est quelque chose que l'on a compris. On est là pour l'accompagner, pour le conseiller, et pour le guider, et pour l'écouter également. Et j'allais presque dire anticiper des besoins ou anticiper des problématiques qu'il n'avait pas forcément vues. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui fait la différence. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion de Bernard Catla tout à l'heure, quelque chose que nous, on a mis en pratique, que moi j'ai mis en pratique dans ma société et qui a l'air de fonctionner, c'est la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation client est quelque chose qui se perd complètement. On devient des lambdas dans un monde de plus en plus compliqué, avec des rythmes complètement différents dans un domaine et dans l'autre. Et je pense que d'être capable, pendant un laps de temps que va choisir le consommateur, de l'écouter, de le conseiller et de l'accompagner jusqu'au bout, parce que acheter un meuble, c'est une chose, mais le recevoir chez soi, l'avoir installé chez soi, c'est une autre chose. Et je pense que respecter les délais, c'est quelque chose qui est également très très important. Alors j'allais dire, avec la rigueur suisse, on a cette possibilité-là, et je crois que c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Quand on a cette notion de temps tout à fait originale qui est la vôtre, puisque ce produit est ancien et il est d'une modernité et d'une performance commerciale aujourd'hui et industrielle conséquente, tout à fait spectaculaire, est-ce que vous continuez en permanence de faire des études ? Alors, on se tient très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Comme je vous le disais, on développe de nouveaux matériaux pour coller au plus proche des besoins du consommateur. On se rend compte, je pense que l'on va en parler tout à l'heure, on travaille également pas mal dans l'univers du travail, et là on se rend compte que les habitudes de travail ont changé, qu'on n'appréhende plus un espace de travail comme on l'appréhendait aujourd'hui, comme on l'appréhendait il y a 10 ans. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin, que ce soit à un niveau privé ou à un niveau professionnel, on a besoin de rangement, on a besoin de mobilier qualitatif, on a besoin de mobilier solide, qui va être fonctionnel. Ça, j'allais dire, dans un monde où tout va très vite, on a besoin d'être assuré à un moment, et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, bien entendu, on est à l'écoute. J'allais pas dire qu'on fait des études, je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, des études marketing très très poussées. Nous sommes des fabricants de mobilier, et aujourd'hui, on essaye plus d'être à l'écoute de nos consommateurs grâce à la relation que l'on a au quotidien. Et en revanche, quelque chose qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure aussi, dans 15 jours va se tenir le salon du meuble de Milan, qui est la référence internationale. Et là, chaque année, des milliers de nouveautés sont présentées. Et là aussi, c'est la question qu'on peut se poser.
est-ce que ce sont vraiment de vraies innovations ou de fausses innovations? Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un canapé qu'un autre canapé. Donc oui, il y a vraiment des innovations qui suivent l'air du temps et qui suivent l'évolution de notre société. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore de produits et qui aujourd'hui coûtent cher à des entreprises. Et j'allais dire, nous, on a cette chance-là de vivre sur ce produit depuis plus de 50 ans. J'espère que ça va durer encore au-delà de 50 ans. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout connu au départ. Vous avez, il y a beaucoup de métal dans votre produit et les couleurs sont franches, les couleurs sont nettes. Quelles sont les couleurs qui marchent le mieux en ce moment au bureau, chez vous? Le noir et le blanc. Mais, et à la maison? Le blanc, le rouge un peu, on ose un petit peu la couleur. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est la couleur qui attire, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de notre showroom. La couleur attire les gens et la couleur les fait rentrer et les intrigue, etc. Mais au final, quand on choisit quelque chose avec lequel on va vivre pour plusieurs années, c'est vrai que le consommateur reste relativement raisonnable et c'est vrai qu'une des particularités de notre entreprise, et c'est un choix qui n'est pas forcément évident et que je n'aurais peut-être pas fait, c'est qu'on a 14 couleurs depuis le départ, que ce sont les mêmes depuis plusieurs décennies, et que même si on nous a demandé récemment de nouveaux coloris, j'allais dire il y a quelques années, l'aubergine, le kaki étaient très à la mode, on a refusé parce que le principe de la société, enfin quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que si vous achetez un meuble aujourd'hui, si vous voulez le démonter, le transformer, vous pouvez très facilement le faire dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Et si vous voulez en racheter et le compléter, vous en rachetez, ça sera exactement le même. Et on considère que si on se diversifie et que l'on a 50 coloris, on n'aura plus forcément la capacité de réagir aussi rapidement aux besoins des consommateurs. La conclusion, c'est donc qu'on se lasse de l'aubergine. Probablement. En tout cas, cet aspect rassurant et équilibrant de la montre, du mobilier, c'est une question forcément, Gilles Bettauser, qu'on va retrouver dans votre propos. Vous êtes PDG de AOS Today et comme l'évoquait d'un mot Pascal Buisson, vous êtes dans l'espace de travail, à la fois en conseil en immobilier, en proposition de transformation de l'espace de travail, de son évolution. Vous êtes au cœur de cette révolution qui inclut la dématérialisation, le nomadisme, cette accélération du temps qu'on a évoqué, et vous aidez aussi non seulement à l'installation ou à l'aménagement, mais aussi au déménagement, qui est une autre révolution. On s'inscrit aujourd'hui dans un étrange paradoxe, c'est que globalement le travail évolue d'un point de vue sociologique et d'un point de vue psychosociologique aussi. Le rapport de l'individu à l'entreprise est en train d'être redéfini et l'accélération du temps amène en fait à changer de repère et à reconsidérer l'espace de travail suivant 2 principes. Un premier principe qui est on doit aujourd'hui considérer la fonctionnalité de l'espace beaucoup plus que sa dimension statutaire, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et le deuxième principe, c'est que les espaces doivent accompagner aussi cette dimension du rapport de l'individu à l'entreprise à travers le temps qui bouge, le temps qui s'accélère, le temps qui nécessite aujourd'hui une meilleure fluidité dans la circulation de l'information, une meilleure flexibilité dans la reconfiguration des espaces puisque les organisations bougent et bougent à très grande vitesse. Des ambiances qui favorisent aujourd'hui aussi l'appropriation du projet d'entreprise et le fait de rassurer. On est dans une accélération du développement des risques psychosociaux dans l'entreprise. Il y a un stress au travail plus important, il y a une angoisse qui se développe face à ces risques, et il faut aménager les espaces autrement pour recréer du confort, recréer des environnements qui rassurent les individus. Et on est quelque part dans ce paradoxe que le temps évolue rapidement, le rapport de l'individu au temps également, nomadisation des processus de travail, abstraction quelque part des lieux, on peut travailler n'importe où, dans n'importe quelle conditions, pourvu qu'on soit équipé de technologies adaptées. Et aujourd'hui, on voit que le lieu de travail a considérablement évolué dans sa diversification. On travaille dans les aéroports, dans les bistrots, dans les métros. On peut travailler partout avec ses smartphones, avec ses ordinateurs portables.
Pour autant, on n'a jamais eu autant besoin d'espace de travail, parce que l'espace, c'est aussi une racine, un référentiel, un repère, et ce repère, on n'en a jamais eu autant besoin. Donc l'espace doit cristalliser aussi ces enjeux de société qui sont forts, ceux que Bernard Cattelat a développés, et cette abstraction du temps, finalement, rend de plus en plus nécessaire un rapport à l'espace qui doit être repensé, et notre métier est au cœur de cette problématique. L'espace repensé, mais aussi avec cette génération qu'évoquait là encore Cattelat, puis qu'on connaît tous, de jeunes gens ou de gens plus ou moins jeunes qui rentrent dans un espace de travail en sachant qu'ils n'y feront entre guillemets que passer et pas s'y installer pour des dizaines d'années. Alors, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'un espace de travail doit accompagner l'organisation et l'implantation de 4 générations qui cohabitent. Entre la génération Y et la génération des baby-boomers, le rapport de l'individu à l'espace est considérablement varié. Et cette variété, elle doit s'inscrire dans une logique où finalement on ne fait pas des espaces en fonction des individus et de leurs attentes. Un jeune de 20 ans aujourd'hui s'en fout de son bureau pourvu qu'il ait une technologie très adaptée et des espaces fun tout à fait appropriés. Quelqu'un d'un peu plus senior a encore envie d'avoir son propre bureau et quelque part des espaces qui privilégient plus la notion de confort, de privatisation, d'appropriation. Développer des espaces qui accompagnent cette variété de besoins, c'est très difficile aujourd'hui. Il est clair qu'on préfigure à travers les espaces que vont être les évolutions de génération. Dans 15 ans, la nature des bureaux que nous aménageons n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a pu faire il y a 10 ou 15 ans. Le départ massif à la retraite des baby-boomers va se traduire par une modernisation accrue des bureaux, une dimension de plus en plus ouverte. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux sur ces thèmes-là et beaucoup d'écrits qui ont été faits sur, en particulier, le développement ou la généralisation des open space et tous les côtés liés à la généralisation de l'open space. Aujourd'hui, fonctionnaliser l'espace, c'est ouvrir les espaces pour encourager la dimension collaborative, mais c'est aussi et surtout penser l'espace par rapport aux besoins spécifiques des individus. On a répertorié jusqu'à 17 typologies d'espaces nécessaires pour répondre à la totalité des besoins d'un individu, quelle que soit la nature de son travail. Et il faut décliner des typologies extrêmement différenciées d'espaces par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a une quinzaine d'années. Il y a 25 ans, on pouvait penser que l'open space n'allait pas survivre parce qu'il n'y avait plus de dérangement que de dynamique. La technologie a tout chamboulé et remis l'open space au cœur de vos métiers. L'open space a beaucoup de connotations négatives. On préfère nous parler d'espace collaboratif ou d'espace ouvert. Quelles que soient les entreprises, on a besoin aujourd'hui de mieux communiquer, d'encourager la dimension, encore une fois, de travail d'équipe, cette dimension de circulation et de fluidité dans la circulation de l'information, ce que les sociologues appellent la pollinisation ou la fertilisation à travers la création d'occurrences de rencontres. On est dans une logique où l'informalisation aussi des processus de travail doit encourager la créativité. Pour encourager la créativité, il faut favoriser l'émergence de nouveaux types d'espaces, et on sait que la créativité peut être encouragée à travers l'espace. Aujourd'hui, penser l'espace, c'est forcément ouvrir l'espace. Mais ce n'est pas simplement ouvrir l'espace, c'est créer, je l'ai dit, des typologies d'espace qui s'appuient à la fois sur ces espaces plus ouverts et naturellement favorisant la communication, mais aussi sur une déclinaison d'espaces, alors là, pour le coup, plus cloisonnés, où je peux privatiser un lieu de travail, trouver des espaces de réunion à 2, 4, 8, 20 personnes, des espaces aussi qui encouragent la dimension rencontre, ce qu'on appelait avant les espaces cafés, qui sont complètement différents aujourd'hui. Je dois pouvoir trouver, au-delà de l'espace ouvert, des espaces où je peux, quelque part, me refermer sur moi-même, parce qu'un travail qui nécessite beaucoup un contenu extrêmement précis en termes de pondre un rapport ou penser quelque chose, ça nécessite un espace plus privatif. Et
globalement, les espaces de travail doivent articuler les deux, hein, des espaces ouverts et des espaces privatifs. Votre société s'est largement développée à l'international. Vous avez des caractéristiques que vous avez envie qui seraient intéressantes pour nous de souligner entre différents continents où vous êtes? Les grandes différences entre la France et l'Europe, déjà, alors, et le reste de l'Europe. Il y a peut-être deux dimensions qu'on peut creuser. D'abord, première dimension, c'est le rapport de l'individu au temps. Il est à l'évidence très très différent en France par rapport à d'autres pays. Je pourrais vous citer une anecdote. Il y a 10 jours, j'étais en Inde et le patron de notre bureau indien m'amène voir un client. En allant voir ce client, on s'est fait arrêter 3 fois en route par des policiers parce qu'il téléphonait en même temps qu'il conduisait. Les 3 fois, il s'est arrêté, il a ouvert la fenêtre, il a donné un billet de 100 roupies sans même regarder le policier. En fermant la fenêtre, il m'a dit « Don't waste your time in Mumbai ». Ça veut tout dire. Il y a une accélération du temps en Inde qui est absolument stupéfiante et qui vous renvoie l'idée, quand vous revenez en France, qu'on est vraiment dans un musée, dans une société immobile, voire totalement archaïque de ce point de vue-là. En vous quittant, je vais essayer avec un flic place de l'Opéra. Essayez, ça vous prendra un peu plus que 10 secondes. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que, à l'inverse de l'accélération du temps, il y a aussi, dans certains pays, une dilatation du temps ou une considération du temps dans des horizons beaucoup plus long terme. Si on prend l'exemple de la Chine est un excellent exemple d'un pays qui vit dans l'hyper-instantanéité, avec un raccourcissement des cycles de production, des cycles de développement, des cycles de mise en marché et des cycles de consommation aussi, et en même temps une dimension très long terme. On est dans les plans à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, on est dans la création d'infrastructures, on pense le futur pour organiser le présent, et c'est cette conjonction du présent et de l'hyper-futur qui rend cette société si compétitive aujourd'hui. Et par contraste, on voit en Europe qu'on vit, nous, au mieux dans le présent, avec plutôt un regard dans le rétroviseur pour regarder ce qui s'est fait avant et essayer de réinscrire le présent dans le passé, là où ces sociétés en accélération, on est au Brésil également. Ce qui me frappe quand on va au Brésil, c'est que les gens au Brésil vivent à la fois dans le futur, hein, en se projetant à demain, et dans le présent, dans cette dimension où je profite du présent. Donc ce rapport au temps, il est très différent. Il est très différent aussi aux États-Unis, qui, par parenthèse, me semble-t-il, enfin, du point de vue de ce qu'on peut voir nous, est un pays qui se projette beaucoup plus en avant que ce qu'on peut voir dans les pays européens où nous sommes implantés. Et au-delà de ça, le rapport, comme je l'ai souligné, à l'espace est très différent. En Inde, on loge les gens dans 2,50 m² par personne, là où en France, on les loge à peu près dans 15 m² par personne. Je parle de bureaux. Là aux États-Unis, on est à peu près à 20 m² par personne. Et là où dans certains pays européens, on peut même aller jusqu'à 30 m² par personne. Donc le rapport de l'individu à l'espace est très différent aussi. Le rapport de l'individu à l'entreprise peut être considérablement différent. Mais ça nous amènerait dans d'autres considérations. En tout cas, vous évoquiez la Chine et sa marche à 2 temps. C'est vrai que si on prend les 10 candidats à l'élection présidentielle, pour ne pas faire de jaloux, je n'ai pas entendu parler d'un seul plan quinquennal, y compris pour la banlieue. Vous êtes un des grands spécialistes, et c'est diablement important quand on évoque les espaces de travail, les lieux de travail, vous êtes un des grands spécialistes du déménagement d'entreprise. Vous avez réussi le vôtre en 2011 ? Alors, c'est un déménagement qui n'était pas très compliqué. On a bougé de 52 mètres, donc il n'y avait pas forcément de conduite du changement très forte. Ce qui est clair, c'est que le déménagement d'entreprise est un accident, une rupture dans la vie de l'entreprise, et c'est une perte de repères, quelque part une forme de défidélisation des collaborateurs et des individus. Et donc, de plus en plus, on a besoin d'accompagner les déménagements d'entreprise parce qu'ils sont la cristallisation de cette dimension anxiogène qui se développe dans la société à travers la perte de repères. Et un déménagement, en soi, c'est une perte de repères. Généralement, on bouge pour réduire ses coûts. Pour réduire ses coûts, on bouge finalement en quittant son lieu actuel qui est
par exemple Paris pour aller en première ou en deuxième couronne, ça génère énormément de perturbations. Et pour accompagner ces mouvements, il faut une conduite du changement lourde et de plus en plus sophistiquée. Oui, je comprends que pour 52 mètres, il n'y avait pas besoin quand même d'une cellule d'accompagnement psychologique, quoi. Bernard Cattelat, est-ce que les différentes interventions d'Olivier Perruchot, Pascal Buisson et de Gilles Betthauser et leur métier vous amènent quelques commentaires par rapport à ce que vous nous disiez? Oui, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, ils nous ont tous démontré, surtout les deux premiers, qu'il y a un marché de l'intemporel, en fait, soit de l'intemporel des valeurs, ce qui est plutôt dans le domaine du luxe, soit de l'intemporel du fonctionnel, tel que vous en avez parlé à travers votre mobilier. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Avec une petite nuance que je me permets en tant que sociologue d'introduire, c'est que vous nous avez parlé de niche de clientèle, hein, et non pas de marché de masse, et plutôt de haut de gamme, enfin certainement en tout cas pour ce qui concerne les montres de très haut de gamme. Et donc on voit bien que chez des gens très aisés et globalement très cultivés, il y a une recherche de valeurs sûres. Je mets de côté les marchés émergents qui sont des marchés de statut social et de frime et de prestige, comme à l'ancienne chez nous, qui croient encore qu'il faut que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, etc. etc. Mais gloire soit rendue à mon patron qui a eu cette très belle phrase. Mais on voit bien qu'il y a une recherche de valeurs sûres, de valeurs intemporelles, de zéro défaut, de zéro risque, de perfection, et aussi de perfectionnisme artisanal, de suivi dans la qualité, de suivi dans le stylisme, etc. etc. Il y a aussi quelques équivalents dans le marché de masse. Peut-être je me cours, mais je dirais le Togo de chez Rosé, qui est un produit globalement de gamme moyenne, est aussi intemporel à sa manière. Moi, j'en ai eu 3 générations, je continue à en avoir, etc. etc. La deuxième chose qui m'a bien intéressé dans ce que vous évoquiez, on en avait parlé avant d'entrer en salle, c'est l'idée que dans des moments où le temps déraille, ce qui est typique dans la vie professionnelle, l'espace peut être un moyen de rééquilibrer le temps. Et la question que je me pose aujourd'hui dans les rythmes de travail, sachant que vous aussi, vous avez parlé d'une niche, c'est-à-dire des jeunes cadres, on va dire, du secteur tertiaire, enfin, des cadres de tous âges, mais du secteur tertiaire. Vous n'avez pas parlé de la population au travail, des 80% qui, eux, vivent les open space d'une toute autre façon, comme des bétaillères dans lesquelles ils sont alignés, etc., etc. Mais oublions ça. Mais je trouve très intéressant cette idée que lorsque le temps est déréglé, trop accéléré et devient oppressant, avec des gens qui vivent en apnée permanente, ce qui est le cas effectivement des cadres du tertiaire de façon générale, sous pression, que l'espace de travail peut devenir un lieu de rééquilibrage et de compensation. Et au fond, la question que je me posais, c'est est-ce que vos espaces de travail, par rapport à l'hystérie qui consiste à travailler dans le métro, à travailler sur un quai de gare, à travailler sur ses genoux dans la salle, etc., etc., est-ce que ce sont des endroits où le temps s'arrête un petit peu, où le tempo est plus lent, où l'on peut récupérer, que ce soit pour aller prendre un café avec des potes, que ce soit pour travailler ensemble, ou que ce soit simplement pour réfléchir, ce qu'on ne fait jamais par ailleurs, quoi. Oui, je vous en prie, Gilles. Juste pour illustrer votre propos, il y a 30 ans, quand vous regardiez comment fonctionnaient les bureaux aux États-Unis, dans tous les bureaux, il y avait des horloges. Et ces horloges permettaient à tout le monde de se repérer par rapport au temps. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun bureau concret où quelque part le temps est représenté dans son image chronologique. Et simplement pour une raison qui me paraît assez essentielle et qui nous renvoie à un monde beaucoup plus ancien qui est le monde grec, c'est que finalement l'enjeu de l'entreprise, c'est de réconcilier le temps chronologique. Celui-là, on est capable de le mesurer avec de très belles montres, mais on est aussi capable de le mesurer tous les jours à travers ce que nous demandent nos clients, avec un temps qui est beaucoup plus biologique, ce que les Grecs appelaient kairos, simplement le temps que les choses se fassent. Et c'est cette réconciliation des deux notions de temps qui rend le temps de l'entreprise complexe, parce qu'il doit à la fois se dilater et s'hypercontracter, le tout avec beaucoup de difficultés. L'espace, quelque part, doit renvoyer cette image que l'entreprise a une dimension immuable, quelque part rien ne change, dans une dimension spatio-temporelle où tout change. Et c'est cette articulation des deux qui rend difficile l'adaptation de certaines générations qui ont finalement des repères, peut-être à juste titre, mais qui quelque part aussi perdent leurs repères par rapport à cette dilatation et contraction du temps.
Tout à l'heure, Bernard Catla moquait un peu la génération Y. Vous ressentez dans vos différents métiers la part de plus en plus importante dans vos décisions et dans les décisions de l'entreprise des générations qui sont nées avec ce temps contracté et, si j'ose dire, presque dématérialisé. Vous le sentez tous les trois? Olivier Perruchot. Vous avez beaucoup de jeunes générations, dès lors qu'elles peuvent avoir accès financièrement à vos produits? Oui, les évolutions peuvent être un peu comme il était dit sur notamment par exemple l'accès aujourd'hui au site web, effectivement qui est aujourd'hui un must, quel que soit finalement le secteur, et même dans les marques de luxe, on pourrait se dire on pourrait se passer de cela. Il n'empêche qu'effectivement aujourd'hui l'accès au site web, donc c'est l'accès à l'information immédiate de par nos clients, notamment les jeunes, effectivement est indéniable. Donc aujourd'hui on a quasiment presque pas de clients qui viennent faire des achats dans nos produits qui n'a pas vu le site de la marque auparavant. Ça, c'est vrai. On le voit aussi dans les domaines de demande, vous disiez tout à l'heure, de catalogue, par exemple, demande d'information, qui se fait aussi par le biais d'Internet. Même si nous avons un numéro spécial de service client où les gens peuvent appeler, il n'empêche que cette notion de « je veux » transmettre une information, je veux en rechercher à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, effectivement, est une notion nouvelle. Voilà. Maintenant, ça n'a pas pour nous non plus révolutionné, notamment une notion qui était le temps et cette capacité de pouvoir acheter à tout moment, qui est notamment le e-commerce, même si aujourd'hui, effectivement, les marques de luxe y réfléchissent de plus en plus selon les secteurs d'activité. C'est pas non plus la révolution qui a tout bouleversé et qui a au contraire stoppé la vente en boutique. Bien au contraire, les boutiques ne cessent de s'agrandir, ne cessent de croître. Il y a un marché absolument extraordinaire pour ceux qui veulent investir dans les premium locations, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'arrête pas. Pascal Buisson. Je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a le côté marketing et le terme qu'employait Bernard Catla tout à l'heure de marketing accéléré est tout à fait vrai. Et je crois que la problématique que va avoir une société comme la mienne, c'est de comment toucher ces nouvelles générations, comment toucher cette génération Y qui probablement consomme différemment, mais aujourd'hui, j'allais dire, dans son achat de mobilier, on le sent moins. Continue à, je pense qu'il y a aussi un côté culturel. Je pense que si c'est une génération Y, mais qu'elle a été élevée avec la notion du beau, la notion du qualitatif, dans son acte d'achat, peut-être que le moyen va être différent, mais dans sa réflexion, pour le moment, on sent que c'est relativement similaire. En revanche, c'est comment toucher cette nouvelle génération. Comment l'approcher ? Comment l'approcher par des moyens de communication qui sont indéniablement plus les mêmes. Aujourd'hui, nous, USM, pour le moment, on a fait le choix de ne pas être sur Twitter, Facebook, etc. C'est un choix que je pense que l'on ne pourra pas tenir pendant très très longtemps. En revanche, on a été conseillé là-dessus et on nous a dit, le jour où vous y allez, il faut y aller de manière très très professionnelle et ça demande une réactivité immédiate. Donc je pense qu'il va falloir s'adapter à ça. Parce qu'on y va tout droit. Moi, je voulais faire une comparaison avec le marché américain dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que là, on est dans une culture complètement différente, on est dans une culture marketing différente. Les nouvelles technologies ont pris une dimension, j'allais dire, vitale, c'est-à-dire que ça n'est plus un outil, c'est vraiment un style de vie. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on voit quelque chose, on l'aime, on l'achète immédiatement. Le délai est quelque chose de très très important. J'allais dire dans les pays européens, nous, USM, on a un délai d'attente pour le mobilier d'environ 8 semaines. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui devient complètement impensable. Donc on a développé un programme qui s'appelle Quick Ship, c'est-à-dire que, j'allais dire, et là aussi ça amène à avoir des réflexions complètement différentes au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que nous, qui au fil des décennies avons basé le développement de notre image de marque sur cette flexibilité, sur le fait qu'on faisait du sur-mesure et que ce sur-mesure prenait donc du temps, eh bien, on propose maintenant, pour le marché américain notamment, des meubles tout faits, des meubles qui sont très réfléchis, qui vont être un meuble télé, un meuble de rangement, une étagère, une bibliothèque, mais qui vont être disponibles et que l'on va pouvoir commander immédiatement. Et autre chose que je voulais dire, c'est que
À ce même titre de mobilier modulable que l'on commercialise tous les jours, il y a 5 ans, on se disait ce type de mobilier ne pourra jamais être vendu sur le net. Eh bien, c'est faux. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. On a des demandes. On travaille avec des réseaux de distributeurs à travers le monde. Ces réseaux de distributeurs sont en train de créer des sites Internet. Et aujourd'hui, notamment cette génération Y, mais d'autres, ont envie d'un meuble télé, vont sur le net, en 2 clics à 4 heures du matin, commandent et attendent à être livrés après-demain. Donc cette réalité existe, est en train de nous rattraper, et je pense que ça va être une de nos problématiques, j'allais dire, d'aujourd'hui et de demain. Gilles Betthauser, maintenant qu'on a toutes ces photos, les photos de ses chats et de sa famille sur ces devices multiples, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on affiche dans les bureaux que vous installez? Vous seriez surpris de voir qu'en fait, on revient à l'appropriation du poste de travail à travers la territorialisation ou la privatisation, et en fait, on voit revenir les photos. Je voudrais juste revenir à votre question par rapport à la génération Y sur peut-être 2-3 idées. La première idée qui paraît assez essentielle, en 1985, l'environnement de travail était le critère numéro 7 dans le choix d'un jeune étudiant par rapport à l'entreprise dans laquelle il voulait travailler. Critère numéro 7, c'est devenu le critère numéro 2 en 2010. Un jeune diplômé qui arrive sur le marché du travail va considérer, au-delà de ce qu'on lui propose en termes de contenu de travail, l'environnement dans lequel il va être amené à opérer. Et c'est un sujet essentiel dans la capacité pour les entreprises d'attirer et de retenir de nouveaux talents. Et vous savez que dans la guerre des talents que se livrent toutes les entreprises, cette dimension attraction-rétention est essentielle. Deuxième thème, c'est le thème, quelque part, de la communication. Il est évident qu'on est en train de vivre, on ne le sent peut-être pas dans son quotidien, mais une révolution dans les façons de communiquer. On peut imaginer, ça va paraître tout à fait inconcevable et iconoclaste, que je vais dire, la disparition de l'email à horizon de 10 ans. Le développement radical et exponentiel des réseaux sociaux, le développement du cloud, la mise en perspective des éléments de knowledge management avec de nouveaux univers de communication rend complètement obsolète pour la génération Y l'utilisation de l'email. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau de la fabrication des BlackBerry, des ventes de BlackBerry, et de la faillite programmée de BlackBerry, pour considérer qu'on est en train de vivre une véritable révolution et que les entreprises devront accompagner cette révolution par rapport à cette génération Y. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tous trois vous avez évoqué, et aussi dans l'analyse plus transversale qu'a fait Bernard Catla, c'est qu'on voit par exemple des explications, vous évoquiez BlackBerry à l'instant, mais on voit aussi des explications sur les difficultés qu'a pu rencontrer, toutes choses égales, une marque comme Microsoft, qui au lieu de s'adapter pendant quelques années, a voulu imposer un modèle global à la façon d'IBM pour les plus anciens. Elle n'avait pas trouvé le bon équilibre, en fait. Je ne sais pas si des gens dans la salle ont lu la dernière biographie de Steve Jobs. Dans cette biographie, il est très bien expliqué pourquoi Microsoft rencontre des problèmes, pourquoi le modèle intégré qui est développé par Apple, semble-t-il, en rencontre moins. Quand on regarde le développement d'Apple par rapport à Microsoft, Apple était coté 5 fois moins que Microsoft il y a 15 ans, et aujourd'hui est coté 70% de plus que Microsoft. Au-delà de ça, je pense que Microsoft a perdu une dimension essentielle qui est sa dimension créative, sa dimension ludique et l'envie donnée aux consommateurs d'acheter, d'intégrer et de s'approprier le produit Microsoft. A contrario d'Apple qui a hypertrophié cette dimension créativité pour donner envie. Et je parlais de Raymond Loewy tout à l'heure, et la beauté du produit, le design que vous représentez tous les trois. C'est un élément essentiel, là, que la chose soit belle et séduisante, Bernard Catla. Oui, probablement, mais je dirais que c'est valable indépendamment du temps et de la durée. Vous avez des produits beaux tous les deux et éternels, et Apple fait des beaux produits extrêmement éphémères. Ce qui me frappe dans la stratégie d'Apple, et ça a peut-être des limites, il faudra le voir dans les années qui viennent, c'est qu'Apple, sa grande force, c'est d'avoir maîtrisé le temps. C'est-à-dire que c'est eux qui décident quel est le tempo d'innovation de toute la tribu Apple.
Et la relation client est très très forte avec la marque Apple. C'est une tribu, c'est une secte, c'est un bazar très émotionnel qui pousse les gens, et moi le premier, à payer trop cher des produits qui ne sont pas toujours bons, où on nous retient l'innovation pour nous la donner dans 6 mois en nous obligeant à changer de matos, etc. La grande force du marketing d'Apple, c'est de s'être substitué à Dieu et d'avoir décidé quel était le tempo de l'innovation numérique pour le monde entier, globalement, et les autres sont des suiveurs. La question qu'il faut se poser, c'est un peu la même qu'à propos des réseaux sociaux et tout. C'est à partir de quel moment les gens vont se sentir prisonniers d'un tempo qu'un impérialisme extérieur leur impose. Et ça, c'est une question importante. De même que pour les réseaux sociaux, la question équivalente, c'est à partir de quand les gens vont-ils s'apercevoir qu'ils sont du gibier et qu'on les vend ou qu'on les revend, et à partir de quel moment vont-ils se replier sur des micro-réseaux beaucoup plus privatifs, etc. Et on sort du tempo là, mais pour Apple, je crois que c'est une question importante. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quel est le coefficient de tolérance des consommateurs, au fond, et des citoyens, à des tempos qu'on leur impose, au fond. D'ailleurs, en matière politique, ça va être un des facteurs intéressants de la campagne actuelle. Oui, c'est pour ça que je parlais de Microsoft. C'est son impérialisme façon IBM dans des temps très anciens qui l'a bloqué. Ouais. Apple a été et est toujours beaucoup plus habile à divers titres. Est-ce que l'on peut conclure avec quelques questions qui viendraient de vous dans la salle ? Je vous y invite. Oui, monsieur. Pour monsieur Perruchot, est-ce qu'une montre Piaget se vend en e-commerce et si oui, dans quelle proportion de nos affaires? Et est-ce qu'une montre Piaget se vend en e-commerce, demande monsieur Olivier Perruchot. Alors pour l'instant, non, c'est pas encore prévu. Mais en revanche, c'est vrai que qu'il fait le lien avec la génération Y, on ne ferme pas la porte aujourd'hui à ce genre de choses, et de dire que jamais nous ne viendrons à cela serait totalement absurde. Donc actuellement non, on y réfléchit, même si c'est pas forcément la demande la plus pressante aujourd'hui de nos clients, et en plus nous avons d'autres problèmes qui sont liés aux problèmes de sécurité de façon internationale aujourd'hui au transport de valeur. La France, j'en parle même pas parce que là on est dans une vraie jungle aujourd'hui où de transporter une pièce quasiment 100 mètres, on est obligé d'avoir des véhicules blindés de tous les côtés. Donc la France est vraiment le pays où c'est le pire en termes de sécurité. Mais effectivement, le pire en Europe ou le pire dans le monde ? Le pire en Europe et le pire dans le monde. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, les règles de sécurité font que ça limite aussi pour nous, à un moment donné, dans le transport des valeurs, la notion du e-commerce. Pour l'objet. Une autre question ? Mais vous m'avez estomaqué, Olivier Perruchot, en classant la France en tête comment ? En tête de gondole des pays les plus... parce qu'on dit toujours qu'il y a des pays pourtant je ne parle pas des pays dans lesquels nous ne sommes pas présents. C'est-à-dire qu'effectivement, au Nigeria, la situation est autrement plus préoccupante. Non, mais au Brésil, par exemple, vous êtes au Brésil ? Oui, mais il n'y a pas ce phénomène de transport. Vous vendez peu dans les favelas, vous voulez dire. Voilà, exactement. Non, mais en France, ça va jusque des attaques sur l'autoroute lorsqu'on a des navettes qui passent, donc qui partent de Paris dans le sud ou inversement dans la province. C'est à la poste. C'est qu'aujourd'hui on est complètement fermé sur nous-mêmes parce qu'on a du mal à faire bouger les pièces aujourd'hui. Sans compter les attaques, vous avez pu voir dans les journaux. Il y a eu un record là, sur ces dernières années sur les braquages. Et avec le cours de l'or qui n'arrête pas d'augmenter, des matières précieuses, etc., aujourd'hui, effectivement, il devient quasiment très, très intéressant de braquer des bijouteries, joailleries. Madame, je vous en prie. Oui, j'avais une question sur des phénomènes inverses, sur l'attente, sur la réflexion, parce que je me dis qu'au fond, les machines ont beaucoup changé, mais le cerveau humain n'a pas changé. Donc, est-ce qu'on réfléchit plus vite ? Moi, j'en ai pas du tout l'impression quand je vois des étudiants qui sont un peu perdus par ce rapport au temps. C'est quand même notre métier, ce rapport au temps qui est la réflexion.
et qui est d'autant plus important par rapport à la masse de données et la vitesse de données qu'on a. Et voilà, je voulais ouvrir la discussion là-dessus, sur ce rapport, cette espèce de frénésie des machines, et puis nous, notre cerveau, qui n'a pas beaucoup changé, et la qualité de réflexion et l'aptitude à la réflexion qui en est la conséquence. Qui veut répondre? Gilles? Écoutez, je pense qu'il y a peut-être une forme de réponse à vous apporter qui consiste à prendre le sujet sous l'angle de l'intelligence rationnelle et de l'intelligence émotionnelle. Je pense que pendant des années, on a encouragé, en France en particulier, dans les filières d'enseignement, l'apprentissage du point de vue de la rationalité. Il consistait à apprendre des choses, à organiser sa pensée, et quelque part de ce point de vue, on a fabriqué, on continue de fabriquer un esprit français, et de ce point de vue-là, on s'inscrit dans l'immuabilité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour autant, les sociétés beaucoup plus agiles ou habiles, en tout cas adaptées au contexte dans lequel on opère aujourd'hui, qui est un contexte mondial, sont des sociétés où on encourage en particulier le développement de l'intelligence émotionnelle. Et de ce point de vue-là, je pense que les formations en France sont tout à fait inadaptées. On a des gens qui sont totalement dépourvus d'intelligence situationnelle, contextuelle, relationnelle. L'apprentissage de la multiculturalité, et les sociétés qui travaillent avec beaucoup de pays sont des sociétés très ouvertes. On fabrique en France des individus qui sont par construction très autocentrés et très, quelque part, inadaptés au monde, parce qu'on peut être très bon dans un champ de rationalité extrêmement profond et très mauvais quand on est confronté simplement à une situation qui nécessite un coefficient d'intelligence émotionnelle dont les Asiatiques, les Sud-Américains, les Africains et les Indiens sont extrêmement pourvus, et dont les Européens, malheureusement, sont de plus en plus dépourvus. Certains d'entre vous me disaient, quand on préparait cette conférence, qu'il y a aussi une caractéristique française qui, je ne suis pas sûr, porte à l'efficacité, c'est que vous êtes dans de nombreux pays où la réflexion avant décision, ça rejoint votre question, madame, est souvent plus longue et ensuite suivie d'effets et d'actions, alors qu'en France, on prend quelquefois des décisions beaucoup plus vite, mais qui sont en permanence remises en cause par les exécutants. Ce qui est une autre caractéristique française dont de temps en temps, vous vous passeriez, on pourrait dire. Sur la question de madame, Bernard, vous avez une réflexion philosophique pour conclure? Pas si philosophique que ça, mais pédagogique. Si on se rapporte au temps, en fait, je pense qu'on a, à la fois dans l'éducation, enfin dans l'enseignement, mais aussi dans le monde du travail ensuite, et ça rejoint l'histoire des espaces dans l'entreprise, on a une énorme quantité de temps aujourd'hui qui consiste à absorber de façon accélérée des informations. Et dans le monde des médias, d'ailleurs, on est bombardé. Il y a une espèce d'inflation sur le web, etc. Et en revanche, on a de moins en moins de temps de maturation. Or, moi, ce que je crois beaucoup, c'est que on absorbe, et c'est la digestion qui est importante, la digestion mentale. La digestion mentale, elle est en bonne partie émotionnelle, elle est subconsciente la plupart du temps, elle se fait en dormant, elle se fait en jouant aux boules, elle se fait en faisant autre chose que de réfléchir. C'est pas nécessairement rationnel, c'est pas nécessairement de la réflexion, c'est pas une synthèse qu'on fait avec un crayon, c'est une digestion qui se fait et dont on peut tirer ensuite ce que vous appelez l'intelligence situationnelle, ou en tout cas une vision globale de synthèse. Or, je suis frappé que moi j'ai été prof à la fac pendant 18 ans, je crois, on laisse pas assez de temps à ça. Et dans les entreprises, on n'en laisse pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous absorbez des informations. Dans la seconde, vous êtes censé dessiner une stratégie, etc. Or, je crois qu'il faut qu'on réapprenne à perdre du temps pour laisser se faire cette décantation. Moi, je crois beaucoup à ça. Vous êtes d'accord, d'une manière générale, sur ce que vient de dire Bernard? Complètement. Enfin, du fait de la contrainte que nous imposent les clients, les marchés, la concurrence, etc., cette radicalisation de l'accélération du temps nécessite de mettre les gens dans des situations d'urgence
et on ne se donne pas forcément la profondeur, la mise en perspective, le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir à moyen long terme. Le moyen terme aujourd'hui c'est 6 mois, le long terme c'est 1 an. Il y a un raccourcissement des horizons temps, essentiellement dans les sociétés occidentales, qui rend très compliqué l'usage du temps à des fins digestives et à des fins prospectives. Et je pense qu'une des formes caractéristiques de l'inadaptation des sociétés que nous fabriquons aujourd'hui du point de vue de la compétitivité dans le monde, c'est cette hyper-inflexion du temps dans cette notion de contraction et de décision. On décide avant même d'avoir réfléchi, et au moment où on décide, on essaye d'agir. Alors là où ça rejoint la question qui était posée précédemment, c'est la dimension exécutoire. On a une énorme dispersion en France en particulier dans la partie exécution, parce qu'au moment même où la décision a été prise, on continue de la remettre en cause, voire on commence à la remettre en cause, là où dans les pays anglo-saxons en particulier, à partir du moment où une décision est prise, elle est appliquée quelle que soit la nature de cette affection. Alors, ça peut être considéré comme une faiblesse, ça peut être aussi considéré comme une force. Je pense que la rationalité de l'esprit français lui permet aussi de s'adapter circonstanciellement à toute forme de logique et à toute forme de complexité, peut-être avec plus d'acuité que certains modèles. Je pense qu'on se flagelle beaucoup sur la compétitivité des entreprises françaises. Si le modèle français continue de fabriquer des entreprises qui sont championnes du monde dans leur secteur, c'est aussi quelque part parce que cet esprit français a des vertus. Je pense qu'il faut arrêter de s'auto-flageller. On est très mauvais dans tout un tas de domaines, mais on est excellent et particulièrement performant, et en particulier sur les thèmes de l'apprentissage. Il faut permettre aux gens dans l'entreprise d'utiliser au mieux le temps à des fins de réflexion, à des fins d'anticipation, à des fins de réaction aussi, et mobiliser les gens autour d'un projet où on donne du sens au quotidien, en remettant le sens au quotidien en perspective avec le sens général. Et ça rejoint plus le thème de la place de l'entreprise dans la société et la place de l'individu à travers l'entreprise dans sa société d'appartenance. On ne saurait mieux conclure. Mesdames et messieurs, merci. Et je remercie bien sûr Bernard Cattelat, Olivier Perruchot, Pascal Buisson et Gilles Bettahauser. Merci à tous.